Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin. Ça fait 30 ans que j'annonce à mes copains qu'avec l'islamisme on est foutu. Dans 20 ans et probablement moins, peut-être seulement 10, on ne reconnaîtra plus l'Europe. On assiste à la fin d'un monde, d'un grand monde, notre Occident. Il faut un incroyable aveuglement et même une forme hémiplégie intellectuelle pour ne pas voir ce qu'est l'islamisation du monde. Qui dit ça ? Jean-Marie Le Pen, il y a 30 ans ? Éric Zemmour, aujourd'hui ? Marine Le Pen ? Celui qui dit ces paroles est un artiste, dessinateur, homme de gauche, depuis toujours, et qui n'envisage jamais, dit-il, de voter à droite. Enki Bilal, c'est son nom. Icône multi-récompensée du monde des arts, primé à Angoulême, journaliste d'un jour à Libération ou membre du jury du Festival de Cannes. De deux choses l'une, soit Enki Bilal a raison et tout le reste est dérisoire. Pourquoi défendre une économie quand demain nous vivrons sous le joug de l'islam ? Soit Bilal a raison et croyez-moi, il faut agir. Il est 9h01, Somaya Labidi. La Chine veut œuvrer, je cite, à rétablir la paix au Moyen-Orient. Déclaration du ministre des Affaires, du ministre des Affaires étrangères chinois à une délégation de diplomates de pays arabes. Une catastrophe humanitaire se déroule à Gaza. Œuvrons ensemble pour calmer rapidement la situation et rétablir la paix au Moyen-Orient dès que possible, a-t-il déclaré lors de son discours d'ouverture à Pékin. Dans le Pas-de-Calais, la décrue contrariée par de nouvelles précipitations qui pourraient faire remonter les niveaux des cours d'eau. Conséquence, le département est placé en vigilance orange pluie inondation et vigilance jaune crue et vent jusqu'à la mi-journée. Plus de 6000 habitations, 160 commerces, 130 entreprises et 53 exploitations agricoles ont déjà été touchées par ces intempéries. Et puis, coup d'envoi des festivités de Noël dans la capitale, la ville lumière n'aura jamais aussi bien porté son nom. L'acteur Gilles Lelouch a inauguré les illuminations sur les Champs-Élysées hier en compagnie de la maire de Paris, Anne Hidalgo, comme vous pouvez le voir sur ces images. L'édition 2023 reprend les couleurs dorées qui ont fait le succès des années passées. Un moment de magie pour les nombreux badauds venus assister au spectacle. Je ne sais pas si Mme Hidalgo fera également la même chose à Tahiti pour lancer la période de Noël. Oh, Elisabeth Lévy, Philippe Guibert, Nathan Dever, Vincent Herouet, Gauthier Lebret. On va évidemment parler des déclarations d'Enki Bilal qui sont absolument hallucinantes. Non pas tant ce qu'il dit, mais d'où il le dit. Homme de gauche qui dit d'ailleurs « je voterai jamais pour la droite ». Je pense qu'il n'ira plus au Festival de Cannes. Il sera plus jury et à mon avis, il va avoir des difficultés pour être primé. Mais l'information de la nuit, l'image de la nuit, c'est cet homme que personne ne connaissait avant hier. Le grand public ne le connaissait pas, sans doute. C'est le président argentin qui s'appelle Javier, comment on dit, Milei ? Javier Milei. Javier Milei. Alors, c'est lui. Mais je voulais qu'on le voie avec sa tronçonneuse. On l'a vu. Ouais, alors revoyons-le avec sa tronçonneuse. Il veut tailler dans Pourquoi le vif. est-ce qu'il a une tronçonneuse ? Parce qu'il veut tailler dans le vif toutes les dépenses publiques. Il veut dynamiter la banque centrale d'Argentine. Oui. C'est un véritable iconoclaste. Ah oui, ça je vous confirme, mais bon... En fait, c'est un peu Tintin. Moi, quand vous parliez de Enki Bilal, parce que il y a qu'un seul être qu'il ait aimé, qu'il ait jamais trahi dans la vie, c'est son chien. Son chien s'appelle Conan. Oui. C'est un molosse de 90 kilos. Quand il est mort, avant qu'il ne meure, il l'a fait cloner. Donc il a 5 chiens qu'il appelle avec des noms de profs d'économie. Et Conan lui-même siège à la droite de Dieu. Dieu qu'il appelle numéro 1. Le président appelle Dieu numéro 1. Et le chien Conan a dit au président Javier Milei, le président Conan a dit au président Javier Milei qu'en 2023 il serait élu président. Il s'est donc présenté. Et c'est ce matin. Voilà. Et les Argentins savent tout ça Les Argentins savent tout ça ? Oui, bien sûr. Conan est un personnage devenu très familier dans l'imaginaire argentin. Vous avez aimé Trump avec sa coiffure peroxydée ? Vous avez remarqué la coiffure de rocker de Milei ? Eh bien, vous allez... alors, vraiment, Sandrine Rousseau... C'est Trump, c'est super Trump. Sandrine Rousseau... très bien. Très joli. Sandrine Rousseau, il faudrait qu'on la reçoive, Sandrine Rousseau, un jour. Moi, je lui lance une invitation. J'aimerais bien qu'elle vienne sur notre plateau. Avoir une coiffure improbable, a-t-elle écrit, être climato-sceptique, ultra-libéral, haïr les femmes, l'histoire, tout se permettre, être un homme vrai,
mascu à souhait, meilleur combo, a-t-elle dit. Mais il faut toujours, évidemment que les hommes qui aiment les chiens et les femmes qui aiment les chiens, c'est formidable. Mais ceux qui n'aiment que les chiens, qui préfèrent les chiens aux hommes, il faut s'en méfier. Pourquoi ? Parce que le chien, il est toujours à ta disposition. Pardon ? Les êtres humains, il faut s'en occuper. Donc les chiens, évidemment, tu t'en vas, et puis tu reviens une heure, et puis tu te fais des mamours. Et les êtres humains, il faut s'en occuper. Donc c'est Milou, Conan, c'est Milou. Voilà. C'est ce que vous ne voyez pas. Alors, mais bon, pour les 4 ans qui viennent, on va pas faire un truc sur les théories sur les chiens. Pour les 4 ans qui viennent, les journalistes des médias dominants ont vraiment un repoussoir formidable. Pour les 4 ans qui viennent, vous allez entendre parler de Milei, dans le tumulte qu'il va engendrer en plus en Argentine, qui risque d'être dévastateur. On en parlera quelqu'un à haïr. On en parlera tout à l'heure. On en parlera tout à l'heure parce que je voulais vraiment Enki Bilal, ça m'intéresse beaucoup Enki Bilal. D'ailleurs, personne reprend, c'est assez drôle. Et je voudrais mettre ça en parallèle avec le prix de la laïcité. dont hélas, et là je suis fautif, le prix de la laïcité, il a été remis le 8 décembre. Le 8 novembre, c'était le 17e cérémonie de remise de prix de la laïcité. C'est mercredi 8 novembre, donc ça a 15 jours, et je vais vous faire écouter ce qu'a dit Abnous Chalmani, qui est tout à fait remarquable. Ce que dit cette femme est tout à fait remarquable, et c'est ce que j'attends en fait d'un homme politique. Ce que je voudrais, c'est qu'un président de la République dise ça, si tant est qu'il partage l'analyse. Ce que je voudrais, c'est qu'un ministre dise ça. Là, c'est un écrivain en l'occurrence, une essayiste en l'occurrence. La cérémonie a été marquée notamment par ce discours de Abnous Chalmani. Elle était présidente du jury de la 17e édition du prix de la laïcité. Il y a eu un prix national qui a été donné à Michael Delafosse, maire de Montpellier, etc. Il y a un prix spécial pour Robert et Elisabeth Badinter. Mais elle était présidente. Et écoutez son discours, parce que c'est un discours remarquable, sur lequel évidemment on peut discuter, qui est à écouter en même temps que ce qu'a dit Enki Bilal ce week-end. Donc écoutons cette dame. Aujourd'hui, nous voilà réduits à défendre la liberté et la laïcité. Nous voilà réduits à nous défendre de n'être ni racistes, ni colonialistes, ni islamophobes avec les guillemets de rigueur. Nous voilà sur la défensive. Car défendre la liberté et la laïcité, et l'un ne va pas sans l'autre dans le pays de Hugo et de Zola, de Baudelaire et de Pierre-Louis, du Marquis de Sade et de Marcel Proust, dans le pays de Charlie Hebdo, est devenu dangereux. Imperceptiblement, la liberté n'est plus le phare de toute humanité, elle est devenue louche, entachée du passé historique de l'Occident, elle est devenue la marque du dominant, alors qu'elle était, à juste titre, le but de tout désir d'émancipation, l'espoir inébranlable de tout éprimer sur terre. Par lâcheté, par peur, par paresse, par culpabilité mal placée, l'Occident, l'Europe, la France se sont laissés dériver vers une tolérance qui laisse s'épanouir l'intolérance. Il est un cas où la tolérance peut devenir funeste à une nation, c'est lorsqu'elle tolère une religion intolérante. Écrivait Helvétius à propos du catholicisme. Ce pourrait s'appliquer à toutes les religions et aujourd'hui, ici, maintenant, surtout à l'islamisme, qui est aussi l'islam, qui est son cancer, mais aussi la conséquence de son refus buté de se réformer, de se penser, de se réfléchir au miroir de la modernité. Au nom d'une tolérance dangereuse, nous avons collectivement laissé prospérer l'intolérance qui tue. Le sang a coulé en France, le sang des journalistes, de caricaturistes, de policiers, de juifs, d'enfants juifs, de professeurs et de juifs encore. Le sang a coulé au nom de l'islamisme qui est un totalitarisme. L'islamisme réduit les hommes et les femmes à n'être que des agents de haine et de destruction. L'islamisme est un antisémitisme, un antiféminisme, une homophobie, un anti-républicanisme, un anti-humanisme, une fabrique de malheur, un incubateur de ressentiments imaginaires, la promesse de ténèbres pour tous. C'est vrai que c'est remarquable. Je pense que 80%, peut sans doute plus, partagent ça, sauf ceux qui nous gouvernent. Oui. Sauf ceux qui nous gouvernent, qui le partagent, évidemment, mais qui par peur, lâcheté, etc., ne font rien. Ces gens ont une responsabilité aujourd'hui très très forte, très puissante. Et ce discours est tellement remarquable. Je voudrais dire un mot sur Enki Bilal, parce que c'est aussi emblématique de ce qui se passe en ce moment. Enki Bilal a un diagnostic très juste. Ce qui me frappe, si vous voulez, c'est l'espèce de religion de la gauche qui fait qu'il va continuer. Oui,
C'est ce qu'il dit. qu'il continuera à voter pour les gens qui nous ont mis là-dedans. C'est ça, oui. Si vous voulez. Et moi, ça s'appelle une hémiplégie. Mais les gens de gauche sont comme ça. Quoi qu'il arrive, les gens de gauche. Moi, j'attends de mes amis de gauche depuis un mois. Je leur dis quand est-ce que vous allez vous excuser? Oui, non, mais quand est-ce que vous allez Excusez quoi? S'excuser de nous avoir insultés quand on disait la vérité. Voilà. S'excuser de nous avoir traités de racistes et d'islamophobes quand on alertait. Excusez-moi, Philippe. Pas vous personnellement, mais non, mais moi, lui personnellement. En tous les cas, pas moi. Il m'a pas insulté moi personnellement. Elisabeth, une des premières grandes alertes sur l'islamisme dans ce pays, c'est la tribune de Debré, Badinter, Finkielkraut à l'époque, dans le Nouvel Obs en 1989. C'était que la gauche a traité de quoi? C'était pas la droite qui faisait ça. Mais que la gauche a traité de quoi? La gauche les a traités de quoi, ces gens? C'était contre Lionel Jospin. C'était contre le ministre de l'Éducation, Lionel Jospin. Ouais. Qu'a fait la gauche? Enfin, écoutez, restons sur ce qui se dit aujourd'hui. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec cette historique consistant à dire qu'en France, dans le débat public français et occidental, c'est la droite, elle seule, qui aurait alerté sur les dangers de l'islamisme. C'est pas vrai. Si on prend deux événements, je vous donne deux événements. L'affaire Salman Rushdie. Qui en France a défendu Salman Rushdie en 1989? C'est la gauche. À l'époque, les Chiraciens défendaient les gens qui menaçaient de mort Salman Rushdie et disaient que Salman Rushdie avait provoqué les musulmans. C'est la gauche, c'est Jack Lang, c'est tous les gens qui l'ont reçu. Qui, vous le citiez l'autre jour, qui a écrit un livre sur l'islamisme il y a 35 ans? Bernard-Henri Lévy, qui s'appelait La pureté dangereuse. Dire que, si vous voulez, la gauche, ontologiquement, a jamais vu l'islamisme et que la droite l'aurait vu, c'est pas vrai. Ça veut pas dire que toute la gauche a alerté sur l'islamisme. Il y a eu évidemment des gens à gauche. Bernard-Henri Lévy a défendu Izetbegovic en Bosnie, excusez-moi. Deuxième passage, si vous voulez. Bon. Il a écrit il y a 35 ans sur les dangers de l'islamisme. Il est allé au Pakistan alors qu'Al-Qaïda existait à peine. Écoutez, cher ami, moi, comme c'est des discussions dans lesquelles on n'arrivera jamais à se mettre d'accord, on va prendre les électeurs comme témoins. Le courant que vous représentez là, il a fait moins de 5%, quoi, que représente Philippe Guibert. Donc les électeurs... je représente, moi. Le PS. Vous avez travaillé avec Jean-Marc Ayrault. Si vous ne représentez même pas le PS aujourd'hui, vous représentez Pascal, qui? Honnêtement, vous me connaissez depuis 40 ans. Vous savez que depuis une dizaine d'années, je suis plus proche d'un Chevènement que du PS actuel. Je ne pas présenté la dernière fois. Je vous l'accorde. Je vous l'accorde. Globalement, c'est Anne Hidalgo qui incarnait... Je n'ai pas voté pour Anne Hidalgo. Je tiens à faire cette déclaration publique. Bref, vous me renvoyez à un courant que j'ai quitté. Ce que je veux vous dire, c'est que les électeurs ont choisi, ils ont placé Marine Le Pen très haut, et ils ne croient plus aujourd'hui au PS tel qu'il est incarné aujourd'hui. Bon, deuxième passage qui m'intéresse beaucoup de Madame Abnous Chalmani, que j'ai vraiment trouvé absolument remarquable, et je m'en veux d'être en retard parce que ce discours, je l'ai dit, est du 8 novembre. Cette fois-ci, elle dit ce que nous avons fait, baisser la tête. Écoutez ce passage, tous par lâcheté d'ailleurs. Il suffit pas de défiler, de mettre des petites bougies, quoi. Ça va. Oui, mais je veux dire, aujourd'hui, on est au cœur d'un problème. Au cœur d'un problème essentiel pour la France. Mais vous êtes d'accord? Ben oui, mais il faut prendre des décisions. Écoutez, Madame Chalmani. Chaque fois, comme une litanie morbide, nous avons répété « Plus jamais allumer des bougies, respecter les minutes de silence, afficher des « je suis » qui sonnaient de plus en plus creux. Et puis, par lâcheté, par peur, par paresse, par culpabilité mal placée, nous avons oublié. Nous avons continué de baisser la tête jusqu'au prochain attentat, au prochain assassinat, au prochain mort. Nous, les laïcs, universalistes, humanistes, sommes accusés de défendre la liberté et la laïcité. Nous sommes accusés de ne pas respecter les minorités, de ne pas être tolérants, d'être de vieux cons, en somme. Pourquoi pas ? Et pourtant, le camp d'en face ment. Le camp d'en face ment monumentalement. Il ment et trahit l'humanisme le plus élémentaire. Celui qui refuse de réduire l'homme à sa naissance, qui refuse de l'abandonner au boulet de l'essentialisme. Le renversement de valeurs est vertigineux. Nous voilà coupables de défendre la possibilité de l'émancipation et de l'autonomie. Nous voilà coupables de désirer que cet enfant puisse faire un choix, son choix, qui ne soit pas réduit à n'être que la suite sans imagination de son ascendance. Nous voilà coupables de considérer tous les hommes égaux. Nous voilà sommés de montrer patte blanche antiraciste face aux nouveaux
néo-racistes qui défendent la naissance comme identité, l'identité comme unique revendication, la couleur de peau comme personnalité, finalité, destinée, la religion des opprimés comme excuse à toutes les dérives, pire comme un laisser-aller, laisser-dire, laisser-faire. C'est ça que j'attends d'un homme politique, pas faire de la com à dessous. Il y a une com en ce moment avec le président de la République, c'est Frédéric Michel, je crois, qui s'occupe de cette com. Bon, il souhaite qu'on parle de lui, paraît-il. Il souhaite qu'il y ait un... Oui, il a envoyé un texto, je crois, où il a à une journaliste pour dire faudrait faire un portrait sur moi. Bon, mais c'est pas ça que j'attends. Je me fiche de ces petites vanités, de ce petit milieu qui tourne ensemble. C'est pas ça ce qu'on attend, c'est du souffle, d'avoir une direction, pas de savoir. Monsieur Michel, dans Le Monde, vous l'avez vu, où il dit il y a des petites jalousies à l'Élysée, mais c'est pas digne. Il y a des batailles de clochers au sein de l'Élysée. Bataille de clochers. Et notamment le conseiller com du président de la République qui s'épanche sur les difficultés qu'il a alors que la France est en train de tomber et qui demande un portrait quelque part. C'est ça, c'est pas la nouveau. France d'aujourd'hui. Mais c'est pire, il a flingué le camp laïque. Regardez l'enquête, il y a une enquête de Marianne. Je veux dire, ça excellente. Suffit quand même. Il a vraiment flingué le camp laïque, il les a fait tourner en bourrique. De qui vous parlez? Du président. Oui. C'est le printemps républicain. Le printemps républicain. Il leur avait tous promis des postes de députés. Quand il a vu le score de Mélenchon, Fouad Ayada, Chevènement. Lâché. Et vraiment, je trouvais qu'Éric Ciotti avait sans doute tort de ne pas venir vendredi à la réunion, mais d'une certaine manière, je le comprends. Vous avez vu rétrospectivement. Pourquoi? Parce qu'il est fait tourner en bourrique, comme disaient les Anglais. Évidemment, le référendum, il n'y en aura pas. Et voilà. Il n'a jamais été question de faire un référendum. Bah si, c'est le sujet numéro 1. 8 heures de réunion qui accouche sur quoi? Une reculade d'Emmanuel Macron qui, il y a 2 semaines, disait qu'il voulait élargir les règles du référendum. C'est un autre sujet franchement, c'est pas digne aujourd'hui par rapport... Voilà ce qui est digne, ce qu'on vient d'entendre. Ça, c'est un discours politique. Et je vais vous faire écouter un troisième passage. Il y a très longtemps que j'ai pas entendu quelqu'un parler de cette manière-là. Donc, mais c'est plus que ça, en fait. C'est plus que ça, Madame Chalmani. Elle est sur LCI, je crois. Oui, elle a... Non, mais elle a le droit. Elle travaille avec David. Elle a le droit. Elle a le droit de travailler. Elle a raison. Je veux dire, elle a raison. Si elle peut. Mais alors, elle est immunisée. Elle est immunisée contre le virus islamique parce qu'elle est iranienne. Donc la monarchie, elle l'a connue de l'intérieur. Et donc à l'époque où les Français, et la gauche française notamment, encensaient la révolution islamique qui était faite avec... les communistes, les moudjahidines du peuple, et que avec sa bonne barbe rassurante, l'ayatollah Khomeini était parti de neuf le château. C'était il y a 40 ans. Oui, non, mais il y a 40 ans. Il y a eu une grande tolérance. Hein, mais je suis d'accord avec vous, mais depuis, je suis d'accord avec vous. Mais les crimes de la Savaque, épouvantable. Oui, franchement. et on est en 179. Oui, mais c'est maintenant. Oui, mais mon cher ami, tout vient de là. Je suis d'accord. La révolution islamique dans le monde, ça commence en Iran, à Téhéran. Ne m'engueulez pas. Oui, mais non, si vous avez une barbe comme vous en avez une, aujourd'hui, c'est celle des passes d'Aran, mon cher ami. Là où Vincent a raison... S'il vous plaît, troisième passage. Et celle de Nathan aussi. Ce que je veux vous dire... Ils ont inventé la chemise sans col, la barbe de 3 jours, et les reins un peu dépassés, et le cheveu iranien. Là, j'ai la tenue du ministre iranien. Exactement. Ouais. Vincent, ça fait le tour du monde. Ce que je veux vous dire, c'est que si cette dame parle à LCI et qu'elle fait avancer ces idées-là, ça ne me gêne pas. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il y a quelque chose qui nous dépasse. C'est bien plus important qu'elle parle sur CNews ou qu'elle parle sur LCI. On s'en fiche. Ce qui est formidable, c'est ce qu'elle dit. Et ça, je trouve qu'il faut l'entendre, ce qu'elle dit. C'est intéressant. Mais bien sûr, d'où elle le dit. J'ai bien compris. Bien sûr. Mais et il faut peut-être en prendre conscience. Ce discours est éprouvé par sa vie. Absolument. Mais pourquoi vous m'engueulez? Parce que ça vient pas. L'islamisme tue. L'islamisme tue. Et elle va le redire. Et il faut le dire sans doute. L'islamisme tue. Et tue des musulmans athées au Pakistan, des étudiants iraniens, des femmes indonésiennes, des petites filles afghanes, des hommes malaisiens, des catholiques nigérians, des mécréants partout, des occidentaux, des juifs encore partout. L'islamisme est un ennemi du genre humain. Soyons un peu plus courageux et peut-être la prochaine fois nous aurons un peu moins l'impression d'avoir du sang sur les mains. Et profitons un peu de notre chance, de notre immense chance de vivre en France où nous avons accès à une littérature érudite et brillante qui étudie et réfléchit l'islamisme sous toutes ses coutures. Soyons reconnaissants à Gilles Kepel, à Bernard Rougier, à Florence Bergeau-Blaclair que nous récompensons
pensons ce soir avec enthousiasme. Soyons reconnaissants d'avoir la chance de vivre dans un pays où il est possible de débattre, de confronter des idées, de n'être pas d'accord et de ne presque pas mourir pour ça. Nous n'avons aucune excuse, nous avons accès au savoir et ce savoir nous explique de long, large et travers en quoi l'islamisme est un totalitarisme. C'est quand même incroyable. Jacques Attali interrogeait le président de la République samedi chez Léa Salamé. Il dit qu'est-ce qui restera de votre mandat? C'est ça qui devrait se poser le président de la République. Évidemment. Voilà, c'est un combat essentiel. Mais si dans 10 ans, l'Europe, comme le dit Enki Bellal, on ne la reconnaîtra pas, enfin, il faut défendre l'Occident et surtout ses valeurs. Mais vous avez raison, mais elle dit une chose qui est très importante, elle dit l'islamisme tue. Mais moi, j'aimerais aussi qu'on se rappelle, si vous voulez, que l'islamisme endoctrine, que l'islamisme imprègne les esprits. Parce qu'il y a ceux qui tuent, qui sont heureusement encore une minorité en tous les cas chez nous, mais il y a tous ceux qui endoctrinent qui ne sont pas une minorité. C'est ce que le président avait appelé le séparatisme. Depuis, vous avez remarqué, ça n'a disparu. Et puis disons-le, les discours du service public. Vous avez écouté France 24 ? Non. Écoutez France 24 sur le conflit israélo, sur ce qui se passe dans la bande de Gaza. Mais c'est effrayant, France 24. Effrayant. Je veux dire, je vous assure, mais on marche sur la nappe des verres. Vincent a dit quelque chose de très important, c'est qu'il y a des gens qui, dans leur pays, ont fait l'expérience de l'islamisme qui arrive au pouvoir. Et en effet, ils ont un regard qui est différent et que nous devons écouter. Il y a l'exemple iranien, il y a l'exemple algérien. Beaucoup d'auteurs algériens, je pense à Kamel Daoud, qui a écrit un sublime livre qui est Meursault contre enquête, où il raconte très bien comment l'islamisme a détruit l'Algérie, a pourri la vie en Algérie, a détruit une société civile, et il raconte comment la tentation de l'islamisme, non seulement comment il se réussit à vouloir s'emparer de l'appareil d'État, mais comment il se faut emparer par capillarité de la société, en jouant sur les malheurs, en jouant sur les ressentiments. Et ça, c'est quelque chose d'important. Et je précise juste une dernière chose, c'est que si j'ai dit qu'il y a une grande partie de la gauche qui a alerté sur l'islamisme, en effet, Vincent a raison, il y a une autre partie de la gauche qui s'est évidemment aveuglée, notamment sur la révolution iranienne. Les écrits de Michel Foucault en 79, on les connaît, et ça, évidemment, qu'il faut faire cette autocritique, et que ça a été très problématique, évidemment. L'Iran, le Liban, la Syrie, c'est pas il y a 40 ans, la Syrie. Hein, vous vous rappelez les islamistes modérés, les djihadistes modérés. Bon, vous vous rappelez Fabius disant le Front al-Nosra fait du bon travail, et il parlait d'Al-Qaïda. Une grande partie de la gauche, excusez-moi, mais franchement, par rapport à Assad. Mais bon, vous avez raison. Et alors ? Mais vous disiez, Pascal, qu'il suffit pas de défiler. Mais aujourd'hui, on n'ose même plus défiler. Emmanuel Macron n'est pas allé à la marche contre l'antisémitisme, Elisabeth Borne n'est pas allée à la marche du 9 octobre. Il y a cette peur. Et ce qui est le plus dingue, c'est le décalage entre le discours privé, quand vous les avez en privé, et le discours public. Je suis d'accord, et là, mais vous avez tellement raison. Les journalistes devraient dire de temps en temps ce qu'ils disent off. Vous comprenez, on ne peut pas faire, oui, mais ceci, etc. Bien, alors on n'ose pas. Mais vous avez parfaitement raison. Vous avez parfaitement raison. Bien sûr, s'ils disent le contraire, ils ont. Alors c'est peut-être difficile, je ne sais rien, mais le courage. Oui, mais c'est difficile de lutter contre une idéologie, parce qu'effectivement, c'est le totalitarisme de notre époque. Évidemment que c'est le totalitarisme. Il y a une partie des gens qui n'en ont pas pris conscience, entre autres à gauche, mais c'est le totalitarisme de notre époque. Le problème est de trouver quelle est la bonne politique contre ça. Et qu'est-ce qu'on fait concrètement ? Il y a une loi sépaраtisme qui a été votée, qui a fait des progrès, fait faire des progrès à l'action publique, mais qui n'a pas résolu le problème. Comment on lutte contre une idéologie ? Macron ne veut plus le voir, ce problème. Le séparatisme, ça n'existe plus. Il veut ménager les banlieues. Qu'est-ce qui te fait dire ça ? Mais bien sûr que si, vous le voyez bien. Non, sa préoccupation de paix civile. On parlera de la marche pour la paix. La marche pour la paix, il y a 3500 personnes qui ne veulent pas choisir leur camp. Bah oui. C'est toujours intéressant. Dommage qu'il ne soit pas venu dimanche dernier. C'est vraiment dommage qu'il ne soit pas venu dimanche dernier. Pas choisir ton camp, bien sûr. Vous ne voulez pas choisir votre camp, évidemment. C'est-à-dire qu'ils ont écrit une pétition dont le texte est impeccable. Ils dénoncent le Hamas, le terrorisme du Hamas, ils dénoncent les actes antisémites, ils se soucient des populations civiles palestiniennes, tout ça est parfaitement respectable, mais ils font une marche à part. Comme s'il n'était pas possible de venir dimanche dernier contre l'antisémitisme, comme si c'était choisir son camp contre l'antisémitisme. C'est ça qui est bizarre. Et puis vous retrouvez quand même... Il manque de personnalités qui sont très à gauche, évidemment, bien évidemment. Enfin, je préfère ça aux manifs pro-palestiniennes. Mais je suis d'accord avec vous, mais c'est plein de bons sentiments, j'entends bien, mais cette affaire de cesser le feu,
Je veux bien qu'on fasse un cessez-le-feu. C'est peut-être, je le dis avec des précautions, c'est peut-être réarmer le Hamas. En fait, quand tu proposes un cessez-le-feu, ça peut s'entendre comme argument, puisque manifestement, il faut éradiquer le Hamas. Donc on entendra effectivement tout à l'heure. Mais... Isabelle Adjani a dit cette phrase intéressante, elle a dit il n'y a qu'en France où on peut faire une marche comme ça. Elle a dit c'est une marche neutre et pas désengagée, c'est un phénomène typiquement français. On y reviendra, mais je pense que c'est en effet un phénomène français. Mais là aussi, en fait, elle n'est pas neutre. C'est pour ça que je ne vais pas leur... Elle n'est pas neutre. Et ce type de personnalité m'agace, en fait. Parce que c'est des gens engagés qui disent qu'ils sont neutres. Non, mais elle n'a pas dit qu'elle était désengagée. Elle a dit neutre, mais pas désengagée. Neutre. Bon. Vous savez, la guerre en général, c'est comme un bulldozer qui passe sur les gens neutres. La guerre, elle ne fait pas le choix, pas le détail. Bon. Elle leur roule dessus. La pause, c'est lundi. Il est 9h24. On a plein d'infos à parler. Et on sera tout à l'heure avec Pierre Botton. Alors, ce qui se passe en prison est pire que ce que vous croyez. Et ça aussi, en fait, tout est... Aujourd'hui, c'est la prison. Hier, c'était l'école. Demain, ce sera la justice. Bon, voilà. Tout. Et oui, mais vous riez tous, mais c'est effrayant, en fait. C'est juste effrayant. Ce pays est juste effrayant. La prison, c'est effrayant. CNews reste épargné. Donc, on peut continuer. On peut continuer. Eh bien, nous allons continuer après la pause. Je prends à témoin ceux qui nous écoutent et l'indiscipline que je dois maîtriser. Est-ce qu'on peut voir le plateau, s'il vous plaît ? Voilà, ils sont. Voilà les gens avec qui je travaille. Je voulais prendre à témoin la nous France. Sommes encore, nous résistons. Alors, vous êtes partis fumer ? Oui. Donc, ils partent fumer pendant la pause. Non, mais vous êtes désintoxiqués. Nous sommes là, Pascal, Mais au on s'est rendez-vous. disputé encore. Et on s'est disputé en plus. Évidemment, on parlera de ce jeune homme de 16 ans qui a été tué par arme blanche et 2 hommes grièvement blessés dans la nuit de samedi à dimanche lors d'une rixe en marge d'une fête dans un village de la Drôme. C'est extravagant ce qui se passe en France. C'est absolument extravagant. C'est un groupe de moins d'une dizaine de personnes qui s'est rendu au milieu de la nuit à Crépol, village à 20 km au nord de Romans-sur-Isère, où se tenait une soirée privée. Ils ont tout cassé, ils ont tué des gens. Il y a une personne qui est morte. C'est absolument effrayant. On en parlera en quelques minutes, mais Soumaïa Labidi nous rappelle les titres du jour. 20 personnes interpellées et placées en garde à vue dans le quartier de Pisevin à Nîmes. Des interpellations sur fond de trafic de drogue. Un trafic qui gangrène ce quartier populaire nîmois et qui a causé la mort d'un enfant de 10 ans cet été par une balle perdue. Une enquête ouverte dans la Drôme après le décès d'un jeune de 16 ans dans une bagarre. Les faits se sont déroulés dans la nuit de samedi à dimanche en marge d'une fête de village. Une vingtaine de personnes ont été blessées, dont 2 grièvement, par un groupe composé d'au moins une dizaine d'individus. Et puis, intense combat à Gaza sur fond de pourparlers pour libérer les otages. Les forces israéliennes étendent leurs opérations contre le Hamas dans le nord de l'enclave palestinienne et notamment dans le secteur de Jabalia. 5 soldats ont été tués, portant à 64 le nombre de militaires tués à Gaza depuis le début de la guerre, précise l'armée israélienne. Quand vous dites qu'est-ce qu'il faut faire, Philippe Guibert, oui. Moi souvent j'ai l'impression que c'est fichu parce que ce qu'il faut faire réclame tellement de changer absolument tout, notamment de logiciels, que personne n'en aura ou le courage ou la volonté. Donc nous allons comme ça continuer à décliner tranquillement dans un climat de violence. Je n'aime totale. pas votre pessimisme. Mais je n'aimais pas mon pessimisme, il est bien tard. Il est trop tard. Ou alors, je vous dis, il faut prendre des mesures absolument radicales. La marche pour la paix. 3600 personnes, selon la préfecture de police, sont mobilisées hier à Paris à l'appel du monde de la culture pour une marche silencieuse et apolitique. Ce qui, évidemment, n'a pas de sens. Une marche ne peut pas être apolitique. C'est de la politique, bien sûr. Une grande banderole blanche et sans slogan, le cortège s'est ébranlé très symboliquement depuis le parvis de l'Institut du monde arabe vers le musée d'art et d'histoire du judaïsme. Nous avons opté pour une neutralité absolue en réponse au bruit des armes et à la vocifération des extrémistes, a déclaré l'actrice Loubna Azabal. En fait, cette phrase est évidemment une prise de position XXL. Parce que, voilà, c'est ça que ça faut pas. Mais ils n'osent même pas revendiquer d'ailleurs. Elles n'osent même pas dire. Non, moi je suis pas d'accord en fait, parce qu'ils ont peur. Et voilà, c'est l'hypocrisie, la vocifération des extrêmes. Bon, c'est pas des extrémistes. C'est-à-dire que les gens qui ont défilé la semaine dernière, c'était des extrémistes. Moi, ces gens sont pas. Je pense qu'elle vise aussi les filles, parce que c'est pas mal de gens de gauche. Hein. Oui.
je pense qu'il y a pas mal de gens de gauche dans cette manif et que dans les extrémismes, ils visent aussi LFI. Mais enfin, vous voyez bien qu'ils choisissent. Ce dont je me félicite. Bon. Vous voyez bien qu'ils choisissent. Mais évidemment. Ils disent qu'ils n'en choisissent pas un. Mais évidemment. Le refus de choisir et choisir. L'appel au cessez-le-feu, c'est choisir un camp. Bah évidemment. Je vous rappelle que c'est la position d'Emmanuel Macron. Hein. Il l'a redit hier à Benyamin Netanyahou, désormais. Écoutez, Lumna Zabal. Alors, Lumna Zabal, je ne sais pas si vous la connaissiez, elle est présidente du collectif à l'origine de cette initiative soutenue par 600 personnalités du monde de la culture. Écoutez cette dame. C'était aussi un recueillement que je voulais, en mémoire de tous ces gens qui sont encore en train de mourir là-bas. Et à ces otages qu'on n'a toujours pas retrouvés. Bon, la plupart sont morts d'ailleurs. Et je trouvais que c'était indécent, le comportement qu'on avait, que beaucoup, pas nous évidemment, mais que je voyais passer dans les réseaux sociaux, que j'entendais, qu'entre voisins on commence à se déchirer, qu'on a eu de la mazouza de l'autre alors que la veille on allait manger chez lui. C'est insupportable qu'on démissionne parce que son patron est de confession juive ou alors musulmane ou inverse, c'est insupportable. Enfin, je veux dire, comment peut-on se permettre ça alors que le drame, il y a un réel drame qui se joue là-bas. On n'a pas le droit de faire ça. Et évidemment, la ministre de la Culture, Rima Abdul Malak, s'est mêlée aux manifestants, bien évidemment, et je vous propose d'écouter quelques artistes qui se sont exprimés. Je pense qu'il faudrait qu'il y ait un mouvement comme ça, un peu universel, qui aille dans le sens d'apaiser, d'essayer de calmer, juste d'apaiser. On est là pour défendre une idée de l'humanité qui n'est pas basée seulement sur la guerre, sur la haine de l'autre. On assiste aujourd'hui à une escalade qui est extrêmement meurtrière, qui est extrêmement dangereuse et qui est la négation profonde de ce qu'est la notion de civilisation humaine. Après tout, on est peut-être les David de la paix contre le Goliath de la guerre et c'est peut-être pas forcément une bataille perdue. Rabin, tous ceux qui ont voulu la paix ont été tués. Donc la paix gêne ceux qui ont des projets qui veulent nous imposer. Bon, en revanche, Marie Calter a raison. C'est-à-dire que Rabin a été tué par ceux qui sont après été au pouvoir, bien sûr. Oui, bien sûr. Et c'est pas tellement la question aujourd'hui. Bien sûr. Mais ça fait partie de la question, et ça fera partie de la question quand même. La question aujourd'hui, c'est de savoir si Israël peut se défendre et s'il y a un moyen de se défendre autrement que voilà. Non, je veux juste rappeler que la mort d'Isaac Rabin, c'était il y a 28 ans. Donc depuis, il y a pas mal d'eau qui a coulé sous les ponts du Jourdain. Je veux dire, la réalité a changé. Et la guerre, c'est vraiment une épreuve de la réalité. C'est une épreuve de la volonté, mais c'est une épreuve de la réalité. Donc on ne peut pas se contenter de dire la guerre, c'est mal, moi je suis pour la paix, je suis pour l'amour universel, etc., etc. Il faut se donner les moyens d'imposer et la sécurité et la paix. Je reviens sur les mots... C'est jamais donné, c'est jamais acquis, je veux dire. C'est un combat. Oui, moi je reviens sur les mots d'Isabelle Adjani, qui était, je pense, la bonne définition. Elle dit, c'était pas une marche, c'était une marche neutre, mais c'était pas une marche désengagée. Autrement dit, c'était pas l'esprit munichois consistant à dire on renvoie dos à dos le Hamas et Israël. Et d'ailleurs, les gens qui étaient à cette manifestation ont condamné très très clairement le Hamas en des termes qui n'étaient pas, ils n'ont pas renvoyé dos à dos et dit que c'était la même chose. Absolument. Je pense que l'enjeu de cette marche, c'était d'ailleurs pas une manifestation, c'était une marche, était de dire que ces gens-là refusent que cette guerre soit perçue comme un bloc, un conflit de civilisation qui mène à une guerre perpétuelle et dont la paix n'existera jamais. L'itinéraire, c'était de partir de l'Institut du monde arabe et d'arriver au musée d'art et d'histoire du judaïsme. C'était autrement dit d'essayer de construire un pont entre deux civilisations qui ont deux cultures qui ont une histoire qui est imbriquée, qui ont une histoire qui est millénaire, qui a été faite parfois évidemment de grandes zones d'ombre, mais qui a été faite aussi d'amitié, de solidarité, de fraternité de destin, et d'essayer de faire en sorte qu'à long terme, quand le bruit des armes aura cessé, quand le Hamas aura été éradiqué, parce qu'évidemment que c'est la condition, qu'il puisse y avoir une paix. Et pour qu'il y ait une paix, évidemment, ça supposera aussi de contester la politique israélienne qui s'est faite depuis un certain nombre d'années. Nous sommes d'accord, mais la situation d'aujourd'hui, c'est Israël qui répond au Hamas. Est-ce qu'on peut être d'accord là-dessus ? Personne ne va dire l'inverse. Donc c'est tout. Aujourd'hui, c'est 45 jours donc de c'est détention Israël pour des qui répond otages. au Hamas. Mais j'ai pas entendu dans cette marche des gens nous dire que c'était Israël qui attaquait Gaza comme ça sans raison. Ça veut dire quoi ? Bon, ce qui se passe, on va reparler dans une seconde évidemment de ce qui se passe en Israël. Simplement, ce jeune homme de 16 ans qui a été tué à l'arme blanche et 2 hommes grièvement blessés dans la nuit de samedi à dimanche lors d'une rixe en marge d'une fête dans un village de la Drôme. Je voudrais qu'on voit le sujet d'Augustin Donadieu.
Une scène inimaginable dans cette commune d'un peu plus de 500 habitants. Il est 1h30 du matin ce dimanche, le bal d'hiver organisé par le comité d'animation bat son plein dans cette salle des fêtes de Crépol. Un groupe d'individus extérieurs à la commune tente alors de rejoindre la soirée, mais le vigile s'interpose avant d'être blessé à l'arme blanche. Une bagarre générale éclate, un adolescent de 16 ans est mort, touché par 2 coups de couteau. Son ami a assisté à la scène, il témoigne dans Le Parisien. C'était un bain de sang. Des jeunes de cité ont encerclé la salle des fêtes et planté les gens à l'aveugle. Environ 350 personnes participaient à cette soirée privée. Au total, 17 victimes de 16 à 65 ans ont été prises à partie durant la rixe. 9 d'entre elles ont été blessées. 2 hommes de 23 et 28 ans sont en urgence absolue. Sur Facebook, le club de rugby RC Romans Péage rend hommage au jeune homme décédé. Que dire face à la barbarie et la tragédie qui nous touche ce matin ? Le club est touché dans sa chair en ce 19 novembre. Le sport nous semble bien futile. Les joueurs se sont réunis et ont décidé d'honorer la mémoire de Thomas en jouant malgré la tristesse cet après-midi pour lui rendre un hommage. L'enquête a été confiée à la gendarmerie. Pour l'heure, aucune interpellation n'a encore eu lieu. Vous vous souvenez de notre discussion, Philippe Guibert, quand je vous disais que personne n'était à l'abri, un petit village de la Drôme, une fête de village, un mort et des personnes en urgence absolue. Alors Marion Maréchal à Crépol, village de 550 habitants au cœur de la Drôme, une meute de barbares a attaqué cette nuit une fête privée faisant 17 blessés, dont 17 graves et un poignardé à mort. Thomas, 16 ans. Pourquoi ce silence? Gérald Darmanin, soutien à sa famille, à ses proches, aux blessés, à tous les habitants choqués par cette attaque. Vous avez un témoin qui a dit que c'était un bain de sang. Des jeunes de cité ont encerclé la salle des fêtes et planté des gens à l'aveugle. Thibaut de Montbrial, des ados font la fête dans leur village à Crépol, une dizaine de racailles venus d'ailleurs, une cité de Valence, point d'interrogation, dit-il, débarque, bilan 1 ado tué, 15 blessés dont 2 graves, chacun doit mesurer les conséquences à venir de cet insupportable ensauvagement. Thomas avait 16 ans, il a été poignardé à mort, c'est Éric Ciotti qui a écrit ça, tweeté cela, victime de l'ensauvagement de la France. Non, Thomas n'était pas seulement là au mauvais endroit et au mauvais moment. Donc c'est la France orange mécanique. Laurent Oberton a écrit ça il y a 15 ans, on l'a traité d'extrême droite. C'est ça la France orange mécanique. Je n'y peux rien, c'est ça. Voilà. Crépol, village de 550 âmes dans la Drôme des Collines, Laure-la-Valette, une expédition. Mais tout ça a été annoncé. Et puis ça c'est pas fini. Ce n'est pas fini. Ce n'est que le début. Ne vous y trompez pas, hein. Ce n'est que le début. Nous pensons à la douleur des proches et à celle d'un pays qui ne supporte plus l'horreur. Partout, à toute heure, Gilbert Collard, à Crépol, lors d'une fête de village, une bande d'individus agresse les participants. Un adolescent de 16 ans tué à l'arme blanche, 17 victimes au total. Fous font ceux qui refusent de voir les prémices d'une guerre civile. Bon, et on écoute Hugo qui était ce matin sur RTL. Je suis choqué parce que comme c'était un collègue à moi, je l'ai vu mourir, il est décédé sous mes yeux, quoi. Donc voilà, c'est compliqué après. On a fait du rugby ensemble, on était au collège ensemble et tout, donc oui, je le connaissais. Dis-nous ce que tu ressens aujourd'hui. C'est un choc, hein. C'est vraiment une honte par rapport aux agresseurs parce que venir tuer quelqu'un par plaisir, en fait, c'est juste du plaisir de tuer, quoi. Le bal il se passait bien, ils sont venus, ils ont sorti des couteaux et puis ils se sont pris à des gens, quoi. Ils ont commencé à attaquer un peu tout le monde, quoi. Pour une information un peu précise sur qui a attaqué, qui est responsable de cette horreur. Une bande de cités. Une bande de jeunes, une bande des cités. Une bande venue d'une cité voisine. Mais ce qu'on ne sait pas ou ce que je n'ai pas compris, c'est est-ce que c'est parti d'une altercation à l'entrée comme on l'a entendu ou est-ce qu'ils sont venus pour tuer? Je ne sais pas. Moi, j'ai lu que c'était apparemment que c'était peut-être une expédition programmée. Donc là, enfin en tout cas dans certains articles, c'est ce qu'il disait, c'est absolument. Mais la phrase que Pascal a prononcée, ça va nous arriver de plus en plus. Je pense que c'est vrai. En fait, comme c'est pas tolérance zéro, comme on tolère tout. Enfin là, on est très 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 au-delà de la tolérance zéro. Là, c'est des gens qui viennent de planter des gens avec des couteaux. Mais parce que, cher ami, dans l'horreur, là. Mais c'est parce que, cher ami, c'est pas des voleurs à partir de pommes, du moment où des gens faisaient des rodéos sur des motos et que rodéo au couteau, c'est les mêmes. Oui, bien sûr. C'est ça que vous comprenez pas. Tolérance zéro, ça s'appelle. Les rodéos, hein, mais ne souriez pas. En fait, c'est tolérance zéro. Je dis, tolérance du rodéo au couteau, il y a une continuité. Oui.
Tolérance zéro est une théorie qui a été mise en place, c'est-à-dire que dès que tu cassais un carreau, la sanction était extrêmement ferme. Et si on laisse passer le carreau, on va à l'attaque au couteau. Non, ça veut dire que l'impunité... Je vais continuer. L'impunité Continuez parce que votre laxisme... On l'a fait à New York, mais vous savez très bien... Par rapport à une horreur comme ça. Ne financez pas. L'impunité encourage, c'est ça que ça veut dire. L'impunité des petits délits encourage ceux qui veulent en commettre des gros. C'est tout, c'est simple. Si on voit qu'il n'y a pas de sanctions, si vous voulez, c'est ça. L'idée, c'est pas forcément les mêmes. Voilà, c'est ça qu'on vous dit. Mais moi, je suis pour les sanctions. Hein, je vois pas. Voilà, très bien. Mais là, on est dans une forme de sauvagerie qui me paraît être en dehors du registre de la délinquance, si j'ose dire, habituelle. Ah bon ? Ça veut dire que vous la voyez pas souvent, la délinquance habituelle. C'est hallucinant ce qu'on venait de dire. Vous savez combien d'attaques au couteau il y a eu l'an dernier ? Mais parlez simplement aux policiers. Parlez aux policiers qui ont vu les émeutes. Parlez-leur, ce qu'ils entendent, ce qu'ils voient quand tu interviens dans la rue, simplement pour arrêter quelqu'un. Vous ne voulez pas voir les choses. Donc, nous y sommes. Qu'est-ce qu'on ne veut pas voir exactement ? L'ensauvagement L'ampleur XXL. du problème. Sans le voir. Enfin, l'ampleur du problème. La décivilisation, on la voit. Et on a une triste illustration. Elle est liée à quoi ? C'est deux mots qui ont déclenché la polémique, ensauvagement et décivilisation. Oui. Décivilisation, je ne vois pas ce que ça... Pour voir d'où elle vient. Décivilisation, ça objective un peu les choses. Je suis désolé. Il y a une petite prise de conscience déjà, parce que moi je suis frappé de voir qu'à une fête de village comme ça, il y avait un vigile. Mais moi je suis étonné, alors, pour le coup je suis étonné que Gérald Darmanin ne soit pas sur place. Il attend peut-être d'en savoir plus sur le contexte, les auteurs. La prochaine fois il y aura un vigile armé. Voilà, je pense. Alors hier soir, ça fait quand même l'ouverture des grands journaux. Ça a été l'ouverture du journal de TF1. Et c'est toujours important, moi j'aime bien voir les signes dans la presse dite mainstream, comment c'est traité. Parce que parfois c'est sous-traité. Mais le bal musette, c'est terrible. Comment ? Ce sont des faits absolument hallucinants. Ça ressemble un peu aux modalités d'un attentat là, qu'on évoque là. On n'est pas loin de... La semaine dernière, un bus est arrivé à Marseille. Il a été un bus de l'équipe de foot de Lyon. Il a été caillassé. Quelles seront les sanctions ? Il y en a quasiment aucune. Je ne sais même pas si les gens qui ont eu des gardes à vue. Donc, l'ensauvagement, il est... l'entraîneur de Lyon, évidemment, aurait pu y passer. Vous voyez les auteurs ? Et vous savez, c'est quand même un peu compliqué, parce qu'il y a un coin de France où il y a des bus caillassés tous les jours, par des bandes d'enfants ensauvagés, et la gendarmerie, le GIGN, personne n'arrive à bout de cette violence endémique quotidienne. C'est à Mayotte, mais c'est en France quand même. C'est un petit territoire, envahi par submergé par des migrants clandestins qui vivent là à demeure, et tous les jours caillassent les bus et les voitures. Enfin, le policier traîné, 35 jours de travaux d'intérêt général. Emmanuel Macron. Et l'agresseur, 35 heures de travaux d'intérêt général. C'est invraisemblable, ça je suis parfaitement d'accord. Vous rendez compte, vous avez Naël, le policier qui avait tué Naël, vient de passer 4 mois et demi en prison et sa libération suscite une levée de bouclier. Vous avez là, quand même, à Nantes, un juge qui a condamné à 35 heures de travaux d'intérêt général un homme de 17 ans qui conduisait une voiture volée, sans permis, et qui a traîné sur 200 mètres, c'est ça ? Un policier qui cherchait à l'interpeller. 35 heures. Lui, on ne l'a pas arrêté. Et comme on ne l'a pas stoppé dans sa délinquance, vous pouvez vous attendre à ce que la prochaine fois, ils commettent pire, parce qu'il faut les arrêter dans la dérive. Eh bien, écoutez, il y avait... Peut-être, mais je pense que ces gens-là, s'ils sont attrapés, seront très, très, très sévèrement sanctionnés. 35 heures. 35 heures pour avoir traîné un policier. 35 heures pour rouler avec une voiture volée, sans permis, sans assurance, sans rien. Vous faites arrêter, vous traînez le policier sur 200 mètres, et vous prenez 35 heures de travaux d'intérêt général. Vous le ferez sans je pas, me trompe peut-être, mais je pense qu'ils seront très sévèrement sanctionnés. Ah oui, sauf s'ils ont 16 ans. Pardon, Nathan. On verra. Votre optimisme vous honore, mais vous égare. Mais le problème, en l'occurrence, c'est pas le jeune. Le problème, c'est le magistrat, quand même. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, sur l'affaire Naël, moi, je suis extrêmement surpris qu'on n'ait pas une perspective de procès. C'est-à-dire qu'on est 5 mois après les faits, que c'est pas une affaire qui demande à interroger des centaines de personnes. Non, vous avez raison. Et comment alors justement, on n'a
pas un procès. Il y avait une marche pour sur Naël. une affaire aussi sensible. Je le aussi dis pour grave. Marine Lançon parce qu'on devait parler de l'affaire Naël un peu plus tard, mais puisqu'ils n'ont pas parlé, plusieurs centaines de personnes se sont réunies dans le calme hier à Nanterre, à l'appel de la mère de Naël, quelques jours après la remise en liberté du policier, auteur du tir mortel sur l'adolescent en juin. Pas de justice, pas de paix, clamaient les manifestants entre différentes prises de parole. Quelques 500 personnes se sont rassemblées. Il y avait Thomas Porte, qui est, comme vous le savez, un député de la France Insoumise, et qui a pris la parole. Écoutons-le. Je voudrais dire un message au gouvernement et à tous ceux qui couvrent les violences policières. La dignité, elle est ici aujourd'hui à Nanterre, dans ce rassemblement qui demande une chose, la justice, et que plus un jeune des quartiers populaires ne décède sous les balles de la police. Pendant la campagne présidentielle, Jean-Luc Mélenchon avait dit « La police tue ». C'est une réalité. La police tue dans ce pays. Nous en avons eu l'exemple ces dernières années. C'est une institution qui organise des violences policières. C'est une institution qui est définie par un racisme systémique. Qui se définit par le racisme systémique. Et la gauche a été travaillée avec la France Insoumise. C'est-à-dire que le secrétaire, le PS a été travaillé avec des gens qui disent ça. Bah oui. Mon Dieu. Non, mais là, il y a Mon une Dieu. césure. Alors, pour le coup, sur la gauche, puisque vous Mon parliez Dieu. tout à l'heure, là, on peut dire que ce soit sur l'antisémitisme, sur l'ordre public, sur plein de sujets, il y a une rupture historique avec la gauche. Oui, elle s'est déshonorée. Et ceux qui restent avec LFI se déshonorent encore. Oui, parce qu'ils quittent pas. Ils font croire qu'ils quittent la je NUPES. crois que Roussel Ils font des moratoires, mais ils claquent pas vraiment la porte. Monsieur vraiment la porte. Faure qui a été demandé proposé 60 000 euros pour les jeunes qui sortiraient de l'école sans le bac. Je ne sais pas si vous avez entendu cette proposition. Il veut donner un chèque de 60 000 euros aux jeunes gens qui Il y en a sortent. 100 000, ça fait 6 milliards d'euros en plus. Non, mais Et surtout, on les récompense parce qu'ils n'ont pas eu le bac. Mais Olivier Faure, je vous jure, faut lui. Je ne sais pas si d'abord, c'est évidemment, ça n'existera jamais, bien évidemment, mais il propose donc. On est chez les fous. 60 000 euros pour les gens qui n'ont pas le bac. J'ai vu. Il faut leur faire un chèque de 60 000 euros. Mais il y a un moment donné où la gauche politique a dérivé de la réalité, quoi. C'est-à-dire que la réalité n'existe plus. Et donc, c'est. Et pourquoi vous rigolez? La réalité. Pourquoi vous rigolez? Parce que ça fait 40 ans qu'elle n'existe plus, la réalité pour la gauche. Donc c'est pour ça que je ris. Ça fait juste 40 ans, en fait. Mais là, vous êtes polémique. Ça fait 40 ans. Polémique comme vous l'êtes. Nathan vous a rappelé tout à l'heure, d'ailleurs, que sur le réel n'existe pas. Sur l'aveuglement, il n'y avait pas eu que la gauche, loin de là. Le réel n'existe pas. Les 35 heures ont été un drame absolu. Absolu. Non, notamment pour l'hôpital. C'est pas vrai, mais c'est pas bon. C'est pas grave. De l'autocitation, mais je me souviens. Allez, on y il y a va. 2 ans, il y avait, sur ce même plateau, on faisait une émission, on parlait de la possibilité d'une union de la gauche, et j'avais dit, je pense que si union de la gauche il y aura, ce sera la gauche la plus radicale qui la dominera. Et on s'était un peu moqué de moi autour du plateau quand j'avais dit ça, en me disant que j'y connaissais rien, que j'étais jeune et tout. Mais de facto, je déteste cet c'est la argument. première fois. Non, c'était pas vous, hein, c'était je sais plus qui. Mais et de facto, c'est la première fois qu'il y a une union de la gauche où c'est la partie la plus radicale qui est son centre de gravité. Et ça, évidemment, ça aboutit à une cassure. On marque une qui est pause. évidente. On va recevoir Pierre Botton. On a parlé tout à l'heure d'Abnous Chalmani. Eh bien, vous pourrez lire dans l'Express. Elle a dit Emmanuel Macron manque de colonne vertébrale et parle trop sur le conflit Israël-Hamas. Ça tombe bien puisqu'on est très en retard, évidemment, mais je voudrais quand même qu'on dise un mot d'Israël-Hamas. Et puis on dira peut-être un mot également de Joël Guerriot, sénateur, qui est mis en examen. Et puis on parlera avec Pierre Botton de ce qui se passe dans les prisons. Une demi-heure, il nous reste et on a beaucoup de choses à dire. À tout de suite. Pierre Botton est avec nous ce matin. QB24, ce qui se passe en prison est pire que ce que vous croyez. Pierre Botton raconte sa détention et solde quelques comptes. On va en parler ensemble. Bonjour et merci d'être avec nous. Éric Zemmour a tweeté il y a quelques minutes. Thomas, 16 ans, n'aura sans doute pas de minute de silence à l'Assemblée. Ses proches resteront dignes et ne provoqueront pas d'émeute. Comme d'habitude, certains tairont son assassinat par des racailles venus à Crépol, un village de la Drôme, pour tuer des jeunes Français, mais pensez à ses proches, aux blessés et aux habitants de ce village endeuillé. C'est un tweet d'Éric Zemmour. Soumeya Labidi, le rappel des titres. Les contrôleurs aériens en grève, 3 syndicats appellent les aiguilleurs du ciel à débrayer aujourd'hui pour protester contre la loi qui leur impose de se déclarer grévistes 48 heures avant.
Conséquence, un quart des vols au départ de Paris-Orly et de Bordeaux-Mérignac sont annulés. Des perturbations sont aussi à prévoir au départ de Toulouse-Blagnac et Marseille-Provence. Voici le visage du nouveau président argentin. L'économiste ultralibéral Javier Milei a largement remporté le second tour de la présidentielle avec plus de 55% des voix contre 44,04% pour son rival, le ministre de l'économie Sergio Massa. Javier Milei a été élu pour les 4 prochaines années. Et puis le président américain Joe Biden rend hommage à, je cite, une famille incroyable après le décès de l'ancienne première dame des États-Unis, Rosalind Carter. Elle s'est éteinte hier à l'âge de 96 ans à son domicile aux côtés de son mari Jimmy Carter, lui-même en fin de vie. Jimmy Carter, qui avait été élu en 1976, et qui est toujours vivant. Oui, et qui continue à être actif. Ah oui. Bah oui, il a été battu donc il y a 43 ans et il n'a pas cessé depuis, à travers sa bibliothèque, sa fondation, d'être comme les anciens présidents américains. Il y a quelque chose quand même qui est assez remarquable là, c'est la façon dont l'exécutif américain honore les anciens présidents, même s'ils n'étaient pas du même bord. Et en dehors de Donald Trump, évidemment, qui est une Mais nous aussi, pour le coup, on le fait plutôt bien, ça. On honore. Vous pouvez me rappeler la dernière fois que François Hollande a été missionné par Emmanuel Macron pour la dernière fois où Nicolas Sarkozy, par exemple, sur les otages, là, parce qu'on a des otages depuis 45 jours. Il traite mieux Nicolas Sarkozy. Carter est tombé à cause des otages. Les otages de Téhéran, effectivement. Ce qui se passe en prison est pire que ce que vous croyez. QB4, alors QB4, c'est bonjour. QB4, c'est le bâtiment des personnalités, des vulnérables, ou ce que les journalistes appellent le quartier des VIP, mais qui n'a rien à voir avec ce qu'on peut imaginer. La montée de l'islam en prison, c'est l'un de nos thèmes. Le respect des croyances devrait cependant s'accompagner de règles intangibles, et c'est là que rien ne va, car l'administration pénitentiaire accepte sciemment les transgressions, au même titre que les appels à la prière diffusés par de puissantes sonos à travers les fenêtres. Cela devrait être sanctionné, comme la généralisation des imams autoproclamés, le renoncement au cadre républicain au profit des règles communautaires ouvre un boulevard à la radicalisation. Ça se passe en prison. Aucun discours idéologique de ma part. Je raconte seulement ce que j'ai vécu, vu et entendu pendant 24 mois. Comment est-il possible ? En fait, comment ce pays peut-il se suicider de cette manière-là ? C'est une question qui m'intéresse. Vous savez, je compare l'administration pénitentiaire à ce qu'était l'éducation nationale avant l'arrivée de Gabriel Attal. C'est-à-dire que c'est la règle de pas de vague. Pas de vague. Donc voilà. Donc comme il n'y a pas de vague, on accepte tout. Voilà. Et c'est important parce que je suis convaincu de ça, moi. Je suis convaincu qu'une partie de la sécurité des Français se joue en prison. Tous les jeunes, vous voyez, jeunes, je ne sais pas s'ils sont jeunes d'ailleurs, tous les gens qui font des règlements de compte, ils sont passés avant ou en prison ou ils vont y passer. Et je vous écoute, Pascal, quand vous dites qu'il faut des peines de prison, il faut rallonger, il faut que les peines soient exécutées. Je suis souvent assez d'accord avec vous, franchement, très très honnêtement. Mais le problème, c'est actuellement, on donne des peines on veut enfermer des gens qui ont pour l'antisémitisme. D'accord ? On va les mettre donc en prison. Alors on y va. Et il faut qu'ils sortent en respectant la République. On y va. Drogue, illégale. Téléphone, illégal. Corruption, illégale. Violence, illégale. Et on finit, appel à la prière, illégal. Donc on le met là, et après, il faut qu'il respecte les valeurs de la République, bien sûr. Donc vous pouvez le laisser 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Ça ne change rien. Mais c'est pour ça que c'est toujours la même conversation. En fait, si tu ne changes pas complètement de logiciel, avec tolérance zéro en tout et pour tout le monde, tu n'y arriveras pas. Mais là, ça va être très difficile. Mais c'est impossible. C'est pour ça que moi, je pense que c'est fichu. Je pense que c'est fichu. Impossible, c'est pas vrai. Mais ça va être très difficile avec le logiciel de ceux que vous appelez, je partage votre avis, des petits hommes gris. Parce qu'en fait, si vous voulez, ils ont complètement lâché les surveillants. Donc les surveillants sont complètement au contact de ça. Complètement. Et il faut savoir qu'il y a 15 jours, il y a quand même un surveillant qui s'est fait agresser au couteau.
Il faut savoir qu'on livre de la drogue par drone. Quand est-ce qu'on va livrer des armes par drone? Et ils sont complètement lâchés, et surtout, la hiérarchie, cette fameuse hiérarchie, qui ne vient jamais en détention, qui prend toutes les décisions, qui met un poids très fort sur les surveillants en leur disant « pas de vague ». Attention, pas de vague. Et oui, parce qu'ils font que de la com, ils ont peur pour leur ministère. Non, ils ont peur pour leur place. Stop, oui, stop. Mais bien sûr, ils ont peur pour leur place, mais je suis d'accord avec vous, c'est ce que je dis, la même chose. Ils ont peur pour leur place. Mais bon, mais parce que... Mais pendant ce temps, ils envoient au charbon les surveillants, pour qui j'ai beaucoup de reconnaissance. Mais franchement, vous avez vu à la télé toutes les campagnes de pub qu'il y a pour recruter des surveillants? Oui, bien sûr. Et ils n'y arrivent pas. Mais moi, je comprends. De mal à recruter. Bon, on va en parler tout à l'heure. Un petit mot simplement, parce qu'on a beaucoup d'actu ce matin. Israël, Hamas, le président qui parle trop et qui, effectivement, faut le suivre, le chef de l'État. Alors, communiqué d'Emmanuel Macron, le chef de l'État a rappelé le soutien de la France à l'autorité palestinienne, seule autorité légitime à représenter le peuple palestinien. Les deux présidents ont insisté sur la nécessité d'une reprise rapide du processus politique en vue de répondre aux aspirations légitimes des Palestiniens et de disposer d'un État vivant en paix et en sécurité aux côtés de l'État d'Israël. Les deux présidents sont convenus du rôle que pouvait et devait jouer la France à cet égard. Et plus loin, le président de la République a aussi appelé l'attention du Premier ministre israélien sur les risques humanitaires et les trop nombreuses pertes civiles liées aux opérations militaires en cours dans la bande de Gaza. Il lui a rappelé la nécessité absolue de distinguer les terroristes de la population et d'apporter une protection efficace aux civils. Comment vous interprétez cela, plus la déclaration d'Emmanuel Macron à la BBC qui posait problème, puisque... Oui, bla. La France va récupérer une cinquantaine d'enfants pour les soigner qui arriveront de Gaza, après avoir envoyé, comme vous le savez, vers Gaza un navire hôpital qui peut en prendre 4 en charge. Tout ça, c'est à usage interne, c'est de la politique intérieure. Ça n'a absolument aucun impact sur la réalité au Proche-Orient, sur ce qu'est la guerre, sur ce que font les Israéliens et ce que peuvent faire les Palestiniens. Ça ne pèse rien. C'est histoire de meubler en attendant la libération des otages qu'on espère, là, de quelques dizaines d'otages peut-être, dans les jours qui viennent, qui va un peu soulager la pression. Je rappelle que ça fait 45 jours, les otages sont dans les oubliettes de Gaza, dans les oubliettes, dans des conditions qu'on n'ose même pas imaginer. Biden dit un peu la même chose que Macron. Pardon ? Biden dit un peu la même chose que Macron. Oui, Biden dit la même chose, mais Biden a 2 armées au large et agit réellement. Il a rempli le vide sécuritaire de la région. Et donc nous, le président Macron n'a que sa parole. Et comment est-ce que vous imaginez que réagit le Premier ministre Netanyahou quand le président français vient lui faire la leçon en lui expliquant qu'il faut distinguer les terroristes des civils? Comment est-ce que vous imaginez quel impact, à votre avis, ça a? Mais vous savez pourquoi il parle? Vous savez à qui il parle, Emmanuel Macron, dans ces cas-là? Oui. Il parle à la France. Français, oui. Il parle de la com interne. Bon, sur LCI hier, 2 fois que je cite LCI, mais est-ce que c'est vrai? Luc Ferry a signalé que l'interview d'Emmanuel Macron à la BBC en anglais utilisait le mot « no legitimity » et que c'est un zigzag de la com sur la Palestine. Israel must stop killing babies and women in Gaza. French President Emmanuel Macron has told the BBC. Dans mon anglais, évidemment, tout à fait remarquable. Mais vous parlez très bien in an English interview at the Elysee, he said there was no justification for the bombing, saying in... Vous êtes sûr que la BBC a compris? Il traduisait? Non, mais je ne sais pas. Il a que c'était pas légitime. Il a dit que les bombardements n'étaient pas légitimes. Il y a chacun ce qu'il veut entendre. Oui, mais c'est quand même, c'est pas sa position. Lui-même, c'est pas sa position. Il avait rétro-pédalé après les propos à la BBC. Il avait appelé le Macron en VO et le Macron en VF. En même temps que je n'ironise pas sur des sujets aussi graves. Mais non, mais tout ça n'a pas de poids. Je veux dire, tout ça. Oui, mais il parle tous les jours. Il y a deux mots que vous n'avez pas cités dans le communiqué de l'Élysée. C'est trêve humanitaire et cessez-le-feu. Trêve humanitaire et cessez-le feu. Oui, mais la trêve humanitaire, tout le monde est pour. Tout le monde ne cesse de dire, et c'est vrai que évidemment les informations qu'on a sur ce qui se passe à Gaza, pour l'instant, elles sont sujettes vraiment à une certaine forme de doute, dans la mesure où je pense que la chose qu'il faut voir, c'est le recul qu'on a sur les bombardements de 2014. Il y avait eu des enquêteurs internationaux qui étaient venus, qui avaient montré d'ailleurs qu'il y avait des critiques à faire sur la manière dont ça
s'était passé du côté israélien. Mais ce qui est intéressant, c'est de remarquer que sur l'hôpital Al-Shifa, Israël avait dit qu'en dessous, c'était le quartier général du Hamas. Et y a pas tout le monde avait dit qu'il n'y avait rien. Bon, et manifestement, ils ont quand même trouvé un tunnel de 50 mètres de long pour l'instant, avec une porte blindée, donc il y a quelque chose derrière manifestement. On va voir le sujet. Ils ont des preuves qu'il y avait des otages qui ont transité par ces hôpitaux, qu'il y a des otages qui ont été sans doute assassinés dans ces hôpitaux et dont on a retrouvé le corps juste à côté. Donc ça, par exemple, sur cet aspect-là, on a accusé Israël de mentir éhontément. Et manifestement, ce que disait Israël n'était pas basé sur... Voyons le sujet de Kylian Salé sur les tunnels. Comme on est très en retard, on ne va pas pouvoir voir tous les sujets, mais celui-là, on peut peut-être le voir. C'est un sujet de Kylian Salé. Au cœur de Gaza, ce trou peut passer inaperçu. Pourtant, il mène sous l'hôpital Al-Shifa et abriterait, selon l'armée israélienne, le centre de commandement du Hamas. Pour s'y rendre, il faut emprunter un escalier, descendre à une dizaine de mètres de profondeur, une découverte stratégique pour Tsahal. Cela a été une opération très lente et progressive dans la découverte de munitions, de cachettes avec des armes. Ce soir, on a trouvé le premier puits très sophistiqué. Il se situait dans une zone abritée à l'intérieur de l'hôpital, sous une voiture pleine de munitions, prêt pour les forces qui approchaient près de l'hôpital. Selon l'armée israélienne, le tunnel mesure 55 mètres de long. Il abriterait des portes anti-souffle. Tsahal a également découvert une salle d'interrogatoire dans le service de cardiologie, des armes et des renseignements dans le centre d'imagerie médicale. Tout cela prouverait, selon l'armée israélienne, que le Hamas se sert de sa population comme bouclier humain et des infrastructures publiques pour organiser ses activités terroristes. Pour rappel, selon l'OMS, 291 patients sont toujours bloqués dans l'hôpital, avec 25 membres du personnel médical. Et l'armée israélienne estime qu'environ 240 personnes ont été prises en otage lors de l'attaque du Hamas. Elle a aussi diffusé des images présentées comme venant des caméras de surveillance de l'hôpital et montrant le 7 octobre des otages amenés dans l'enceinte de l'hôpital. Vous les avez peut-être vues, ces images. Je ne sais pas si on les voit d'ailleurs. 8 Français ont été capturés par le Hamas le 7 octobre et pris en otage par la bande de Gaza, selon les autorités françaises. Évidemment, on ne sait pas si ces otages, hélas, sont vivants aujourd'hui. Bon, autre thème qui nous intéresse, parce que sur ce sujet, il n'y a pas de choses nouvelles à dire, Vincent Herouet. On parlera évidemment tout à l'heure, on reverra tout à l'heure, on dira un mot du président argentin. Mais il va vous plaire. Il va faire causer, forcément. Mais dans l'actualité judiciaire, le sénateur Les Indépendants Centre Droit de Loire-Atlantique, Joël Guerriau, a été placé en garde à vue jeudi à Paris, soupçonné d'avoir drogué une députée en vue d'une agression sexuelle. Donc les explications qu'il donne sont évidemment sont étonnantes, on va le dire comme ça. Le parquet de Paris a confirmé le placement en garde à vue de M. Guerriau pour administration à une personne à son issue d'une substance de nature à altérer son discernement ou le contrôle de ses actes pour commettre un viol ou une agression sexuelle. La victime se serait sentie mal à l'aise après avoir pris un verre dans la nuit de mardi à mercredi au domicile parisien du sénateur. Je crois que Noémie Schulz est avec nous. Bonjour Noémie. Qu'est-ce que nous pouvons dire sur les explications données par M. Guerriau qui paraissent pour le moins étonnantes? Bonjour. Bonjour Pascal. Alors, vous savez que pour sa défense, une personne mise en cause peut dire absolument ce qu'elle veut. Elle peut garder le silence, elle a même le droit de mentir si elle veut, mais elle prend le risque de ne pas être crue. Et ce qu'on peut dire, effectivement, c'est que la défense de Joël Guerriau apparaît un petit peu hasardeuse. Effectivement, il explique que c'est un ami sénateur dont il ne donne pas le nom, qui lui aurait fourni ce qu'il pensait être un euphorisant. Et pourquoi il en avait besoin? Parce qu'il n'a pas le moral en ce moment. Son chat est sur le point de mourir. Il a un ami qui est très malade. Et donc, il avait décidé lundi soir de verser un peu de cet euphorisant dans une coupe de champagne. Et puis finalement, il renonce à la consommer. Il laisse la poudre dans la coupe de champagne. Et le lendemain, c'est par accident, a-t-il expliqué, qu'il va prendre cette coupe, mettre du champagne et la servir à Sandrine Josso, une députée qu'il connaît bien. Ils se connaissent depuis une dizaine d'années. Ils sont élus de la même circonscription, lui sénateur, elle députée. D'ailleurs, elle vient de l'aider dans sa campagne électorale et c'est pour fêter sa réélection qu'il lui propose de venir chez lui mardi soir. Sandrine Josso, elle explique qu'elle s'est sentie mal très vite et qu'elle a aperçu le sénateur avec un petit sachet en plastique à la main et donc elle s'est dit qu'il était en train de tenter de la droguer. Elle a eu la présence d'esprit pour s'extraire de ce guet-apens, comme le qualifie son avocate, Maître Minkowski, d'appeler un taxi, de retourner à l'Assemblée nationale où elle devait participer à un vote. Et là,
des collègues ont vu qu'elle était prise de palpitations, qu'elle avait les pupilles très dilatées, l'ont envoyée à l'hôpital où des examens, prélèvements sanguins et urinaires ont révélé la présence d'ecstasy. Elle a pu porter plainte et indiquer aux policiers où il avait pris ce petit sachet, et lors d'une perquisition, effectivement, de l'ecstasy a été retrouvée au domicile de Joël Guerriau. Il a donc été, vous l'avez dit, mis en examen, placé sous contrôle judiciaire, avec interdiction notamment d'entrer au contact de la plaignante Sandrine Josso. Il aurait pu être mis en prison, par exemple, en détention, monsieur Guerriau, quoique sénateur? Il est en garde à vue. Alors, comme on est dans le cadre d'une enquête en flagrant, c'est-à-dire des faits presque en flagrant délit, on n'a pas eu besoin de demander la levée de l'immunité parlementaire pour Joël Guerriau. La peine encourue, me semble-t-il, est de 5 ans de prison pour l'administration à une personne à son insu d'une substance de nature à altérer son discernement ou le contrôle de ses actes pour commettre un viol ou une agression sexuelle. Donc la détention provisoire était peut-être une option. Après, il a été placé sous contrôle judiciaire et il sera probablement renvoyé devant un tribunal. Si on prend une affaire très similaire, qui est l'affaire Laurent Bigorgne, qui avait été jugé pour des faits très comparables, il avait été condamné à 12 mois de prison avec sursis et 2 000 € d'amende. Il a fait appel, donc il y aura un nouveau procès. C'était un proche d'Emmanuel Macron, vous vous en souvenez, qui avait fait la même chose, qui avait mis de la MDMA dans le verre d'une collaboratrice. Merci beaucoup, Noémie Schulz. Merci beaucoup pour ces informations. Moi, il y a 30 ans, quand j'ai commencé à faire de la politique, on se moquait des sénateurs et de leur trop bon déjeuner un peu trop arrosé. Et 30 ans après, on se retrouve avec des sénateurs qui se droguent. Bon, parce que c'est ça la réalité. Je ne savais pas qu'il y avait de la Qu'est-ce drogue. qui se passe ouais. Voilà. Je pense qu'Elisabeth va nous quitter quelques secondes. Et Je ne savais pas qu'il y avait de la drogue chez les politiques. Je pensais... C'est bizarre. Si je puis me permettre... C'est l'ironie, ça. Oui. S'il y a drogue, il y a dealer, donc. Hein. Oui, bien sûr. Il y a un réseau de... Mais parce qu'il y a une loi qui interdit d'en consommer. Mais là encore, bon... Et il était en pointe sur la lutte contre la drogue. En plus. Pierre Breton, QB4. Alors, quand vous dites... Alors, c'est une question qu'on a et que posait tout à l'heure Philippe Guibert. Bon, on sait... Dans tous les secteurs de l'activité de France, ça va mal. Bon. Mais, par exemple, la prière dans une prison. Bon. Vous dites qu'il y a des sonos, c'est bien ça. Dans toutes les prisons de France, vous étiez où? Vous étiez à la santé? À la santé, oui. Bon, donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est tous les combien d'heures y a-t-il une prière annoncée à la santé? Alors c'est quelque chose de très impressionnant, Pascal, parce que vous allez imaginer un stade de foot, vous avez le foot, vous savez, avant le match. Vous voyez ce bruit qu'il y a avant le match de foot? Et puis, à 4h30, non, à 4h30 le matin, non. Mais à 20h le soir, vous avez ce bruit, parce que les détenus savent que les surveillants ne vont plus venir, vous êtes enfermés dans votre cellule et tout le monde parle à la fenêtre. Et dès qu'il y a la première tonalité de la prière, toute la prison s'arrête. C'est très, très impressionnant. Je suis sûr que c'est vrai. Mais vous parlez de sono, parce que les gens prient, j'ai envie de dire, ils ont le droit de prier s'ils veulent prier tout seuls dans leur... Si je peux continuer, donc évidemment, je suis très impressionné par ça, et en plus, si vous voulez, moi, on m'enlève une couverture de plus, parce que j'ai pas droit à une couverture de plus, mais on laisse une sono comme ça à quelqu'un qui la diffuse. Donc j'écris ça à Henri Lachmann, pour pas le nommer, et on m'appelle, et je suis reçu dans un bureau par les renseignements pénitentiaires qui me posent cette question juste hallucinante. Monsieur Breton, est-ce que vous pouvez nous dire d'où ça vient? Et je vous assure que c'est vrai, Pascal. Et je leur dis... c'est-à-dire que si je vais à la santé ce soir, si je me mets... J'en sais rien, j'y suis plus et je suis content de plus y être, Pascal. J'entends bien. Mais en tout cas, il y a peut-être quelqu'un qui... Tous les moments, pendant toute la période où j'ai été, il y a eu ça. C'est-à-dire 4h, midi et ça. Mais ce qui est grave, Pascal, ce qui est très grave... Le problème, c'est la sono, je le répète. Oui. Chacun a le droit de prier. Le problème, c'est la sono. Donc il y a un appel avec la sono. Pas de diffuser ça dans toute la... Donc la prière est diffusée dans attendez, Pascal, moi je veux bien que tout le monde ait le droit de prier, puisque moi-même je suis devenu croyant en prison. J'ai retrouvé la religion catholique en prison. Mais Pascal, quand je fais la réflexion au gars qui est visiblement en dessous de moi, je me fais agresser. Mais je me fais agresser très, très violemment. Hein. Mais qu'est-ce que vous appelez en dessous de vous? Moi, le QB4, c'est au dernier étage. Mais vous étiez tout seul, vous? J'étais tout seul, mais la sono qui diffuse, elle est en dessous de moi. D'accord. Et comment il vous a agressé?
C'est juste fou. Tu vas voir, mécréant, on va te coincer tu te crois protégé, et il appelle un autre gars. Non, mais c'est pas n'importe quoi. Comment dire, quand vous sortiez dans la journée, il y avait ce qu'on appelle la promenade. La promenade, combien de temps ça dure 1h45 le matin, 1h15 l'après-midi. Donc vous êtes enfermé 21h30 22h sur 24. 22 Grosso modo, heures sur 21h sur 24. Tous les jours, on peut sortir. Il y a 2 promenades. Oui, ça c'est la seule chose que l'administration pénitentiaire ne peut pas vous enlever. Donc ça, c'est une bonne chose, j'imagine. C'est important. Vous attendez très ce important. moment avec... Très important. Et là, vous êtes au milieu... Ça et les parloirs. Pardon ? Vous êtes au milieu des autres détenus dans ces cas-là, vous ? Oui, vous êtes avec les détenus du QB4. Ah oui, vous n'êtes pas avec les autres... je vais vous les lister, les détenus du QB4. Hein, d'accord ? Donc, il y en a combien ? Un violeur de nourrissons. Oui. OK. Un cannibale. Un gars qui a violé 2 filles et qui les a massacrées à coups de casse pour pas qu'elles puissent parler ensuite. Un gars qui a foutu le feu à un immeuble, il y a eu 8 morts. Mais vous êtes avec ces gens-là ? Oui, je suis avec ces gens-là, oui, bien sûr. Je parle pas... Vous, parce que vous êtes une personnalité, parce que vous êtes une personnalité. Attendez, je parle pas de quelqu'un qui, visiblement... Oui. Il faut savoir, le QB4 est le dernier étage d'un bâtiment dans lequel viennent tous les détenus lorsqu'ils sont arrivés. Ils sont placés pendant 1 semaine juste en dessous de nous. Et il y a un gars du QB4 qui avait pour mission de prendre en charge les arrivants au niveau religieux. Et tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Et on le laisse faire. C'est-à-dire que vous, par exemple, il est venu vers vous ? Moins. Non, mais mais bien sûr. Mais évidemment qu'il y a des contacts, mais soyons pas... Mais le directeur de la prison, quand vous avez eu un échange avec lui sur ces sujets-là, ou vous ne l'avez jamais rencontré ? Non, je l'ai rencontré, mais je l'avais rencontré déjà 20 ans auparavant, puisque quand j'étais conseiller d'Alliot-Marie, il était lui-même conseiller pénitentiaire de Michel Alliot-Marie. Et il vous dit, oui, il n'y a rien à faire, ou c'est la paix sociale, quoi. Au fond, on achète ça... Alors, attendez, Pascal, je vais vous raconter une petite anecdote, elle n'est pas très longue. Je suis reçu Place Vendôme alors que je suis libéré. Hein. Donc, je suis libéré, je suis reçu Place Vendôme par le conseiller pénitentiaire de notre garde des Sceaux actuel et par un autre conseiller. Et je leur dis, vous savez ce qui se passe en prison quand même ? Vous savez ? Oui, on s'en occupe. À vous en occuper. Mais les appels à la prière, oui. Alors, bon, c'est vrai que peut-être à la santé, mais c'est pas vrai partout. Ah, c'est pas vrai partout. C'est vrai à la santé. D'accord ? La surpopulation, vous pensez pas qu'il y a des conséquences quand on enferme des gars avec des détenus qui sont radicalisés et que ça peut avoir une influence ? Alors ça, c'est un problème qu'on prend en charge. Et puis sur la surpopulation, vous savez, on a des statistiques qui ne sont pas tout à fait celles que vous donnez. Forcément, si vous prenez sur l'ensemble du territoire français, c'est les prisons autour des grandes villes qui sont très surpopulées. Et à la santé, par exemple, on peut être combien par cellule, le maximum ? Il y a des matelas au sol. Il y a des gens... Moi, généralement, c'est 2 ou 4 ? Vous pouvez être seul, 2, 4. Et j'ai connu, à la santé, au QB4, dans le quartier qu'on dit VIP, j'ai connu des matelas au sol. Et quand vous êtes 4 dans une cellule, la cellule, c'est combien de mètres carrés ? 8,64 m. 8 Allez, c'est la même cellule. Quand vous êtes 4, pardon, non, excusez-moi. 4, c'est 10,68 m, je crois. Et quand on est 2, c'est... C'est 8,64 m. Bon, pas de vague, évidemment. Pascal, excusez-moi de vous couper, vous n'avez pas retenu quelque chose qui est important. Les ordres partent de la place Vendôme, et la place Vendôme a des solutions à tout, et ça dure comme ça depuis 40 ans. C'est pour ça que j'ai voulu témoigner, Pascal. Ami du tueur de Samuel Paty, par exemple. Improbable rencontre avec un gamin de 18 ans, les joues encore dévorés d'acné, qui a participé à une horreur ayant révolté et marqué la France entière. Combien avons-nous de ces enfants de la drogue, des cités de l'islam radical ? J'oublie de préciser qu'il est aussi blanc que moi et blond comme les blés. Plus tard, il sera affecté au QB3, dans le quartier des radicalisés de la santé. Je l'ai dit, je milite en vain avec les syndicats de surveillants depuis des années pour le tri des prisonniers en fonction de leurs crimes. Avec ce gosse tout juste majeur, je viens d'éprouver, horrifié, l'aspect insensé du mélange des détenus. Bon, c'est ce que vous dites, effectivement. Là, donc, il est en train de... Bon. Surpopulation carcérale. En 3 ans de règne d'Éric Dupond-Moretti, le nombre de prisonniers en France a explosé pour atteindre 74 513 au 1er juillet 2023. François Hollande avait annoncé qu'il construirait des prisons. Il les a jamais construites. Tous les prisons. Alors, tenez, je vais vous donner un exemple. Oui. On veut construire des prisons. Les prisons, on les construit sur des terrains qui appartiennent à des municipalités. Absolument. Savez-vous que les maires ne peuvent pas aller voir les prisons ?
Un maire ne peut pas aller voir une prison. Les députés, oui, c'est une loi à laquelle j'ai participé avec la presse, mais un maire ne peut pas rentrer dans une prison. Si vous voulez, l'administration pénitentiaire est encore un des lieux qui est le plus fermé possible et qui tient ça. Pourquoi je les gêne ? Pourquoi je les gêne ? Parce que ce que j'écris, ce que je décris est la vérité, Pascal. C'est ce que j'ai vu. Oui, parce que c'est ce que j'ai vu. C'est un travail de journaliste, évidemment, que vous faites. Bon, et ce que je veux dire, simplement faire ce type de reportage à jour. Et juste, si je puis me permettre, c'est que ça commence à intéresser les Français. On en est au 2e retirage du livre. Oui, mais c'est deuxième réimpression. Mais je suis ça commence parce qu'ils commencent à comprendre une chose, c'est qu'on leur raconte n'importe quoi et qu'une partie de leur sécurité est dans les prisons. Bon, il y a un coffre-fort par cellule. Alors oui, ça c'est magnifique. Il y a un coffre, vous le saviez. Alors bon, c'est complètement anecdotique, mais curieusement, l'étagère recèle pourtant un petit coffre-fort gris dans toutes les prisons. Dans toutes les prisons. Dans toutes les cellules. Dans le cul, au cul. Comme dans une chambre d'hôtel, accessoire saugrenu dans une prison, il est muni d'une serrure, mais impossible d'avoir la clé. Il y a un petit coffre-fort dans les cellules. Voilà, alors ça c'est typique de l'administration. Ouais. On n'a pas d'argent, mais on fout un coffre-fort dont on n'a pas la clé. Enfin bon, peu importe. Alors le recrutement des surveillants, vous dites évidemment c'est un problème. Et puis les contraintes administratives en prison, comment interpréter cette obstruction systématique face aux avancées obtenues autrement qu'en y voyant un culte de la paperasserie et de la norme en tout ubuesque et qui sait la volonté de montrer, à moi comme aux politiques qui a vraiment le pouvoir, une fois de plus, mes interlocuteurs en costume gris prennent mes démarches pour un manque de respect et une remise en cause de leur autorité au sein même de leur administration. Bon. C'est effrayant. Ce que vous racontez est effrayant. Mais alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? C'est ça que... Parce que c'est la question que posait Philippe Guibert. Par exemple, la prière, est-ce qu'on peut arrêter la prière ou alors est-ce que c'est l'émeute dans les prisons Si demain, un directeur dit, bon, alors on enlève la sono parce qu'il sait où est la sono, donc on l'enlève, nous sommes d'accord. Oui. Donc qu'est-ce qui se passe ? À mon avis, il ne se passera rien. À mon avis, il ne se passera rien. Vraiment. À mon avis, il ne se passera rien. Il se passera un peu plus si vous commencez à enlever la drogue. Mais le téléphone portable, c'est vrai que tout le monde a un téléphone portable en prison. Je crois que l'année dernière, ils ont sorti 40 000. Il y a 75 000. Je ne comprends pas. Il n'y a pas des fouilles tous les jours où on peut pas. Si vous fouillez là. Mais Pascal, il y a des fouilles. Dans les films, on voit ça. On voit le type qui arrive, qui retourne tout. Et bon. Ouais. Ça se passe pas comme ça ? Il y a même des brouilleurs, mais les brouilleurs sont... Il faut bien... C'est pour ça que j'ai voulu écrire et décrire, parce que je vois bien, dans les questions que vous posez, que c'est tellement éloigné pour vous, le monde de la prison. C'est tellement... Heureusement. C'est tellement éloigné. Quand même... J'ai jamais été très près du monde de la prison. Attendez, mais quand même, Pascal... En fait, je suis allé une fois en prison, pour tout vous dire. Visiter une fois, il y a 25 ans. C'est important. J'avais fait un reportage. Vous savez que tous les journalistes ne le font pas. Je suis allé une fois faire un reportage, je me souviens, dans une prison. C'était à 30 ou 40 km de Paris. J'étais allé... Je crois que j'ai... Non, c'était pas Fresnes. Je crois que j'étais allé avec... C'était, je crois, M. Mormec qui faisait une intervention auprès des prisonniers. Ouais, c'est bien. Je peux te dire que quand tu sors, t'es content, parce que quand Exactement. Là, ça te... Exactement. Bon, en tout cas, votre livre est passionnant. Est-ce qu'on peut voir, j'ai demandé tout à l'heure à Marine, de nous montrer une vidéo de notre nouvel ami, l'ami des journalistes, parce qu'il va faire causer, c'est le président de l'Argentine. Il a fait une vidéo où il prend... Alors, il est comme moi quand il parle du SIG, c'est-à-dire le truc qui servait à rien, là, que vous avez dirigé pendant des années. Que vous, ça va pas être brillant non, en mais Argentine. Hein. Il dit un truc, évidemment qu'il est caricatural, mais moi je pense que on va finir par faire ça. Vous savez, service d'information du gouvernement qui ne sert à rien du tout. Mais non. Bon, à rien. Mais bien sûr, ça sert à rien. Mais vous le savez comme moi. Bon, il y a une grosse partie que je vois pas. Je vois rien d'ailleurs. Mais c'est comme le Conseil économique et social. Ça sert à rien. À rien, en fait. Si tu l'enlèves demain, ça change rien. Je renonce à vous contredire. En fait, ça sert à rien et ça coûte de l'argent. Alors évidemment, cette vidéo... Je signale que le général de Gaulle, que vous révérez, voulait en faire une assemblée importante, le Conseil économique. Ça sert à quoi ? À récompenser des à rien, et vous le savez bien. Pourquoi vous ne dites pas ça ne sert à rien? Sur le site, je ne le dirai jamais. Parce que et pour, évidemment, ça a servi à Philippe Guibert. Mais autrement, pourquoi vous ne dites pas... Non, mais pourquoi vous ne dites pas le Conseil économique... Comment ? Moi, j'écrivais toutes les semaines des notes. Qui n'étaient pas lues et qui n'étaient pas... que personne ne savait faire. Bon, mais oui, mais vous le dites vous-même.
qu'elles n'étaient pas lues vos notes. Mais le Conseil économique et social, est-ce que vous pourriez dire cette phrase, Philippe? Oui, Pascal, vous avez raison, le Conseil économique et social ne sert à rien. Je pourrais vous dire, il pourrait servir à quelque chose s'il était réformé. Oui, il faudrait mettre de l'argent. Alors, voyez la petite vidéo. Pas de l'argent. Économique et social, François Hollande avait nommé le rappeur Ross, par exemple. Oui. Ça sert à récompenser des amis, c'est tout. Bon, oui, alors voyez cette vidéo. Comment il s'appelle votre ami? Javier Milei. Milei, c'est le nouveau président d'Argentin. Mais lui, il supprime carrément le ministère de la Culture, le ministère de la Transition écologique. Alors là, s'il supprime le ministère de la Culture... c'est le premier qui supprime. Ah non, là, je suis pas d'accord. Le ministère de la Santé qu'il veut Alors privatiser. écoutez, voyez cette vidéo, parce qu'il va dire fora. Fora, ça veut dire... Dehors. Il prend tous les ministères, comme ça, il dit, je vais arriver au pouvoir, fora. Oui, les hommes gris, les journalistes, les politiciens... Écoutez cette vidéo. C'est le dégagisme. Un de vos élèves, quoi, en fait. Écoutons. Pas pour le coiffeur. Afuera, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Afuera, Ministerio de las Mujeres y Género y Diversidad. Afuera, Ministerio de Obras Públicas. Afuera, aunque te resistas. Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación. Algo bien del sector privado. Nada bueno que salió del sector público. Afuera, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Afuera, Ministerio de Educación. Adoctrinamiento, afuera. Ministerio de Transporte, afuera. Ministerio de Salud, afuera. Ministerio de Desarrollo Social, afuera. ¿Cómo queda el Estado? Ministerio de Capital Humano, Ministerio de Infraestructura, Ministerio de Economía, Ministerio de Justicia, Ministerio de Seguridad, Bon, il dit, moins il y a d'États, mieux ça marche. Il y a une chose très intéressante. Moins il y a d'administration, donc vous savez, je voudrais... D'abord, on va voir si ça marche ou pas. Il y a une chose très paradoxale dans son programme. Oui. C'est que son discours se réclame des libertés. Il dit qu'il veut défendre les libertés des individus contre un État qui brime, qui oppresse, etc. Mais derrière ce semblant anarchiste, c'est un discours extrêmement liberticide. Parce que, par exemple, il veut abroger le droit à l'avortement. Donc, si vous voulez, c'est ça qui est très très intéressant avec des candidats comme ça. Et chez Elon Musk, il y a aussi des tentations, parce que c'est plus ou moins la même pensée politique. C'est une pensée qui parle sans cesse des libertés publiques et qui, quand elle arrive au pouvoir, s'attache à les supprimer en prétendant les augmenter. Et c'est ce qui va probablement se passer en Argentine s'il parvient à ces Mais ce qui serait intéressant, c'est quand même de se demander pourquoi les Argentins ont voté pour lui. Parce qu'en fait, on ne comprend rien sinon. Ils sont dans une situation catastrophique. Très très simple. Le peso a été divisé par la valeur du peso, la monnaie locale a été divisée par 3 depuis le début de l'année. Il y a 50% de la population qui vit de l'aide sociale, il y a 40% de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté. Et je vous rappelle que ce pays du tiers-monde qu'est l'Argentine avait le niveau de vie et la puissance équivalente à l'Allemagne il y a un siècle. C'est-à-dire que c'est une longue décadence qui s'est terminée d'une manière terrible parce que tous les Argentins ont en tête ce qui s'est passé en décembre 2001. En décembre 2001, vous pensiez à Ben Laden qu'il fallait aller chercher. En décembre 2001, il y a eu une faillite. Les banques ont fait défaut, 100 milliards de dollars. Et du jour au lendemain, les Argentins se sont retrouvés à ne plus avoir de quoi manger. Et la crise a rebondi en 2018 et ils sont pris à la gorge par la dette et par l'inflation. Soumaïa Labidi, il est 10h33, nous sommes en retard, nous courons après le temps. 20 personnes interpellées et placées en garde à vue dans le quartier de Pisevin à Nîmes. Des interpellations sur fond de trafic de drogue. Un trafic qui gangrène ce quartier populaire nîmois. Au total, 250 policiers ont été mobilisés pour mener cette opération, dont s'est félicité Gérald Darmanin sur X. À l'occasion de la Journée internationale des droits de l'enfant, Elisabeth Borne présente le nouveau plan du gouvernement contre les violences faites aux enfants. La Première ministre présidera cet après-midi à Matignon le 3e comité interministériel à l'enfance, instance lancée en novembre 2022 pour se doter, je cite, d'une vision transversale de la politique de l'enfance. Et puis Lloyd Austin en Ukraine pourra rassurer sur le soutien américain. Le secrétaire américain à la Défense est arrivé ce matin à Kiev, comme vous pouvez le voir sur ces images. Il s'agit du 2e voyage en Ukraine du chef du Pentagone depuis que la Russie a lancé son invasion à grande échelle. Eh ben, je vous remercie grandement, même si on n'a pas pu aujourd'hui parler de tous les sujets, notamment les maires qui sont
à Paris pour le congrès des maires et Emmanuel Macron n'ira pas. Il n'y va pas. Pourquoi ? C'est pas la première fois qu'il n'y va pas. Hein. À chaque fois, il veut que ça soit un événement, mais il y a une relation compliquée entre les maires et Emmanuel Macron. Alors, il va les recevoir à l'Élysée. Il les a reçus à l'Élysée sur différents thèmes. Il a peur de se faire siffler ? Peut-être. Il y a une fois où c'était effectivement très compliqué quand il était revenu, justement, après ne plus être allé... conseiller communication, M. Michel, qui lui a... Ce matin, c'est le grand gagnant du jour. Il y a toujours un grand gagnant dans cette émission. Aujourd'hui, c'est Frédéric Michel. Bon, vu qu'il nous regarde tous les matins en allant à l'Élysée, on le salue. Monsieur Michel, mais il dit qu'il y a plein de jalousie à l'Élysée. Il y a des batailles de clochers. Il s'épanche dans le monde. Le monsieur communication dit ça c'est les gens s'aiment pas dans le pouvoir parfois. Incroyable. Il y a ceux qui veulent recevoir Yacine Bellatar, il y a ceux qui sont contre recevoir Yacine Bellatar, il y a ceux qui sont effectivement qui sont contre le cessez-le-feu. Mais il s'en va, Monsieur Michel, ou il reste finalement? Je ne suis pas dans le secret du palais, mais effectivement, à plusieurs reprises, on avait dit qu'il était sur le départ, mais pour le moment, il reste. Mais on s'en fout. Oui, c'est vrai. Sur l'Argentine, j'ai dit une bêtise. Mais pardon. Pourquoi est-ce qu'il a été élu? Parce que les gens n'en peuvent plus de la caste. Et quand le Milei criait « la liberté bordel », ça plaisait aux Argentins. Voilà pourquoi il a été élu. Ils n'en peuvent plus des conseillers du prince, des ministres, de ce qu'ils appellent la caste. Bon, bah écoutez, essayez, moi je vais dire Le Monde, hein, parce que c'est passionnant, Le Monde. Ils font plein de papiers sur les coulisses de l'Élysée. C'est vraiment... ça passionne les gens. Ça. Et puis il y a aussi dans l'opinion. Mais Monsieur Stroda, en revanche, vous voulez une information? Allez-y. De cabinet. Monsieur Stroda, oui. Il reste. Bah, il a survécu à beaucoup de choses. Oui, mais il reste, Monsieur Stroda. Et Monsieur Stroda, il est en cours. J'ai mes informations, moi. C'est bien. Gérald Montura était à la réalisation. Ludovic Libert était à la vision. Nicolas était au son. Sauvé. En revanche, Monsieur Michel... Quand on commence à parler comme ça dans les colonnes d'un journal, généralement. Ah, Monsieur Michel, mais il a des amis parmi les chaînes d'infos. La mère Michel. Marine Lançon était là avec nous. Tout suivi. Benoît, la mère Michel, sans doute. Benoît Bouteille était là également. Toutes ces émissions, toutes nos émissions sont retrouvées sur cnews.fr. Jean-Marc Morandini dans une seconde, bien évidemment, et nous on se retrouve ce soir.